Voilà. Donc, c'est un atelier qu'on propose dans le cadre de la prime éco-chaleur. C'est un format de présentation et d'échange qui s'adresse à tous les professionnels du territoire, qu'ils soient maîtres d'ouvrage, prescripteurs, bureaux d'études, exploitants ou réseaux de professionnels. Il y a eu 3 ateliers techniques l'année dernière qui ont chacun été consacrés à une des filières financées, donc un atelier technique sur le bois énergie, un sur le solaire thermique et un sur la géothermie. Aujourd'hui, on propose un format d'atelier plus court, d'1 heure. On va essayer de s'y tenir en visioconférence. L'idée de cet atelier technique, c'est de parler des 3 filières sous l'angle exploitation et maintenance et de faire en sorte de désamorcer quelques craintes qui pourraient exister encore côté maîtrise d'ouvrage ou côté bureau d'études sur l'exploitation et la maintenance des énergies renouvelables thermiques. Voilà. Donc, je vais commencer par faire une rapide introduction pour rappeler des éléments de contexte. Et ensuite, donc, pour animer ce webinaire, je me suis appuyée donc, sur 3 bureaux d'études, Claire Ingénierie, en la personne d'Alexis Ingré, qui parlera donc de la partie exploitation-maintenance des chaudières bois. Sur la partie géothermie, c'est Sandrine Lassalle du bureau d'études Suez Archambault Conseil qui interviendra. Et sur la partie solaire thermique, c'est Daniel Meunier du bureau d'études Texol qui interviendra. Sur chacune des filières, on aura 15-20 minutes pour en parler, avec une grosse dizaine de minutes de présentation et ensuite 5-6 minutes d'échange. Pour les échanges, vous avez soit le fil de discussion, soit vous pouvez prendre également la parole avec un bouton sur Zoom qui vous permet notamment de lever la main. Donc, c'est comme ça que vous pourrez prendre la parole sans qu'on se marche les uns sur les autres. Donc, je vais commencer donc, avec les éléments de contexte. Vous voyez bien toute la présentation là parce que... Bon, je vais continuer. Sur la métropole de Lyon, pour vous donner quelques chiffres, quelques ordres de grandeur, donc il y a 33 TWh de consommation d'énergie et on peut voir sur le diagramme à gauche tout ce qui est production énergétique, donc mix énergétique, et à droite les usages. La chaleur est le premier poste de consommation d'énergie sur le territoire. On le voit ici, là, c'est ce bloc rouge ici. Dans le secteur logement, la chaleur représente 82% des besoins d'énergie. Dans le secteur tertiaire, c'est 73%. Donc voilà, avoir bien en tête que la chaleur, c'est le premier poste de consommation d'énergie sur le territoire. Le mix énergétique associé aux consommations d'énergie sur la métropole de Lyon, donc c'est ce que vous pouvez voir à gauche, et les ENR représentent environ 2 TWh qui se décomposent de cette façon-là. Sur les 2 TWh, qui représentent donc 6% de la production d'énergie sur le territoire, il y a une grande part de chaufferie, bois individuelles et collectives non raccordées au réseau de chaleur. Donc ça représente 550 gigawattheures. Pour le chauffage urbain, 145 gigawattheures. Le solaire thermique, 12 gigawattheures. Et pour la géothermie, ce n'est pas spécifié, donc on doit être sur l'épaisseur du trait. Face à ce constat, donc le schéma directeur des énergies qui a été voté à l'unanimité par le Conseil métropolitain en 2019 se fixe l'objectif de multiplier par 2 la part des énergies renouvelables sur le territoire de la métropole et en particulier pour la chaleur renouvelable de multiplier par 2,7 la production d'énergie renouvelable et de récupération.
Donc, on voit ici sur ce graphique quelles sont les différentes filières qu'il va falloir activer pour atteindre ces objectifs. L'augmentation du recours au réseau de chauffage urbain, la méthanisation, le photovoltaïque, les projets de récupération de chaleur et pour 2%, l'augmentation du recours aux énergies renouvelables thermiques, que ce soit donc le bois, la géothermie. Enfin, pour le bois, c'est la partie non raccordée au réseau de chaleur, la géothermie ou le solaire thermique. Tout l'enjeu, hein, c'est de à la fois reterritorialiser la production d'énergie, donc être moins dépendant des apports d'énergie extérieure, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et un des objectifs que se fixe la métropole également, c'est d'éliminer progressivement toutes les installations au fioul et de proposer des alternatives vertueuses par le recours aux énergies renouvelables thermiques. Pour favoriser le développement de ces filières, donc la métropole, avec le financement de l'ADEME, a mis en place sur son territoire la prime éco-chaleur, qui est une aide qui permet de financer à la fois les études de faisabilité, mais également les investissements d'installation d'énergie renouvelable thermique, donc bois énergie, géothermie et solaire thermique. Les études de faisabilité sont financées jusqu'à 70% et les installations, elles, c'est un calcul qui est basé sur des barèmes forfaitaires fonction de la production d'énergie renouvelable thermique. C'est un dispositif qui s'adresse à tous les acteurs du territoire, privés comme publics, hors maison individuelle. Donc, collectivités, bailleurs sociaux, tertiaires, industrie, également copropriété. Sur ce dispositif, l'ALEC intervient à la fois sur la partie animation, comme ce qu'on peut faire aujourd'hui, et à la fois sur la partie accompagnement technique des dossiers pour faire en sorte qu'ils puissent bien bénéficier des subventions. C'est un programme qui court sur 3 ans, qui a démarré mi-2020 avec une enveloppe budgétaire de 3 300 000 €, à la fois sur l'investissement et sur la faisabilité. Donc, toutes les installations sont éligibles, quelle que soit leur taille. Il y a des seuils. En fait, en fonction des seuils, soit c'est l'ALEC qui accompagne les dossiers, soit c'est directement l'ADEME. Voilà, je vous ai mis les chiffres ici. Et donc, maintenant, je vous propose de passer à la partie exploitation, maintenance des ENR, et on va commencer donc par la filière bois énergie. Donc, Monsieur Ingré, je vous laisse prendre la main et partager votre support, si possible. S'il y a le moindre problème, je le fais. Eh bien, j'espère que c'est possible. C'est tout bon, merci. Eh bien, nickel, parfait. Donc, on m'a demandé effectivement de faire un petit point concernant les chaufferies bois sous un aspect très orienté sur l'exploitation et maintenance, pas sur la partie conception. Sachant qu'il est évident qu'une chaufferie bois qui fonctionne bien, c'est qu'elle a été correctement conçue au départ. Et ça, c'est valable pour l'ensemble des installations techniques d'une façon générale. Un défaut de conception d'origine entraîne par la suite une multitude de problématiques, liées à l'exploitation quotidienne de ces équipements. Donc, on va se focaliser un petit peu plus sur l'exploitation de maintenance des chaufferies bois. Je vais quand même commencer par vous rappeler un petit peu comment fonctionne une chaufferie bois. Donc, vous avez une première partie qu'on va appeler le stockage. Donc, ici, vous avez un silo enterré
qui est représenté schématiquement ici. Vous avez effectivement les camions de livraison qui viennent livrer le bois. Grosso modo, sur les puissances que l'on va retrouver au niveau de la communauté de Lyon, hors réseau de chauffage urbain, bien évidemment, on va trouver soit du granulé, qui est un bois extrêmement calibré, extrêmement performant en termes de combustion et de pouvoir calorifique. Et on va trouver un bois qui est de bonne qualité aussi, mais qui demande plus d'entretien, qu'on va appeler la plaquette forestière. Donc c'est vrai que la plaquette forestière, c'est ce qu'on va trouver plutôt sur des grands silos comme ceci. Et les granulés, ça ressemble à, on appelle ça aussi du pellet, ça ressemble à des petits tubes que l'on revoit ici. Là, vous voyez bien le granulé. Donc première opération, on va livrer le bois à cet endroit-là, au niveau du silo. Ensuite, on va avoir le convoyage du bois. Donc, le convoyage du bois va se faire par des échelles ou des vis sans fin. Donc, c'est très adapté au niveau des granulés, les vis sans fin. Pour la plaquette forestière, à nouveau, si elle est parfaitement calibrée, ça ne pose pas trop de problèmes. Et dès qu'on va atteindre des puissances un petit peu plus importantes, on va parler d'échelle. Donc là, on a des organes mécaniques qui vont véhiculer le bois entre le silo et le foyer. Le générateur, ici, la chaudière, donc par biomasse, on va venir apporter le bois dans le foyer. Il va brûler au niveau du foyer. La combustion va générer de l'énergie qui va être récupérée par de l'eau, véhiculée sur les installations de chauffage ou de process quelconque ou de production d'eau chaude sanitaire. Et derrière, on va récupérer les cendres dans les fumées et récupérer les cendres en pied de foyer via un cendrier, hein, comme une cheminée. On récupère la cendre et qu'on vient mettre dans des bacs qu'il faut surveiller en termes de remplissage. Donc ça, c'est le principe général de fonctionnement d'une chaufferie bois. Ensuite, au niveau de l'entretien et maintenance, vous avez bien compris que sur une chaufferie bois, avec les organes, comme on a un combustible solide, on va se retrouver avec beaucoup d'organes mécaniques. Quand on a une chaudière gaz, on a le gaz qui arrive sous un état gazeux, le gaz naturel sous un état gazeux, et donc on a très très peu d'organes mécaniques, puisque le seul organe, finalement, c'est le brûleur. Avec la partie ventilateur. Dans une chaufferie bois, on va trouver des organes mécaniques au niveau du décileur. Donc au niveau du décileur, c'est-à-dire au niveau du silo. On va trouver des organes mécaniques ensuite au niveau de l'alimentation de la chaudière. Et ensuite, au sein de la chaudière, on va trouver une multitude d'organes mécaniques aussi pour permettre au bois d'être acheminé de la partie non-combustion à la partie zone de combustion et ensuite au niveau de la zone de récolte des cendres. Et on va se retrouver à nouveau avec une partie mécanique qui va être la collecte des cendres au niveau bas du foyer pour l'emmener au niveau d'un bac de récupération qui est ici. On voit à nouveau une vis sans fin qui vient récupérer les cendres pour les mettre au niveau du bac. Donc, on a beaucoup d'opérations de maintenance, mais ce sont des installations qui sont parfaitement fiables aujourd'hui si l'entretien est correctement réalisé. Les exploitants de chauffage, les grands de la place, voire même les plus petits aujourd'hui, sont tous formés à la technique des chaudières et des chaufferies bois. Ce n'est pas une technologie révolutionnaire, hein, puisque ça existe depuis plus de 40 ans, tout ce qui est chaufferie bois. Et on peut même se projeter en amont sur les anciennes chaufferies charbon qui fonctionnaient à peu près sur les mêmes principes. Donc, on a des principes qui sont bien éprouvés et parfaitement maîtrisés. Au niveau d'entretien et maintenance, on va avoir beaucoup d'opérations mensuelles qui sont essentiellement des graissages et du nettoyage, puisqu'on va avoir des cendres, alors que quand on a une combustion à base de gaz, eh bien, on a très peu de cendres, on a un petit peu de suie, mais pas de cendres. Donc, effectivement, les cendres génèrent effectivement un côté abrasif au niveau des équipements mécaniques, et donc il faut nettoyer régulièrement. Ce n'est pas compliqué, mais il faut le faire, et il faut graisser tous les organes au niveau de ces organes mécaniques. Ça, c'est toute la partie mécanique de la chaudière. Niveau mensuel aussi et semestriel, ça c'est le niveau qui demande à être un peu plus approfondi en termes d'entretien, c'est la spécificité des filtrations
qu'on va trouver sur les différents organes de combustion, notamment sur les cheminées. De plus en plus, on a des filtrations, quelles que soient les puissances, parce qu'on a le PCAT au niveau, de toute façon, du département qui est assez soutenu, donc c'est la qualité d'air. Et donc, même les petites chaufferies bois, de plus en plus, vont devoir s'équiper d'une filtration de plus en plus performante pour maîtriser les rejets au niveau des cheminées. Et on est sur un combustible dit solide, bien évidemment, et donc on va avoir des ramonages qui vont être un petit peu augmentés. Donc c'est vrai qu'une chaufferie bois, normalement, les ramonages, c'est 2 fois par an. Comme une chaufferie fuel, c'est 2 fois par an. Il n'y a que les chaufferies gaz qui ont la possibilité d'avoir un seul ramonage annuel. Mais souvent, dans les chaufferies bois, on a quand même des ramonages qui sont un petit peu plus importants que 2 fois par an dès qu'on va augmenter la puissance de la chaufferie. Quand on est sur des puissances au niveau des granulés, 2 ramonages par an suffit bien. Et donc, on est parfaitement raccord avec la réglementation thermique des organes d'outils de combustion. La maintenance annuelle, on réintègre tout ce qui concerne maintenance mensuelle et semestrielle, bien évidemment, et on augmente à nouveau un petit peu plus la maintenance sur l'organe de combustion, donc sur la chaudière à proprement parler. On va avoir un nettoyage, vérification complète de l'appareil, bien évidemment. On va ouvrir le foyer, on va tout nettoyer en profondeur. On va vérifier tout ce qui et contrôle de la régulation, mais aussi tout ce qui est organe de combustion. Et puis, bon, je ne vais pas tout vous lister, mais on a une opération de maintenance qui est un peu plus importante. Au même titre qu'une chaudière gaz ou qu'un brûleur gaz, il faut faire une opération de maintenance plus importante en annuel. Là, la seule différence, c'est que l'opération de maintenance va durer 2 jours, alors que sur un brûleur gaz, ça dure généralement une demi-journée, on arrive à faire l'opération. Donc, les opérations d'entretien-maintenance, c'est parfaitement calibré, c'est connu. Les constructeurs communiquent bien sur leurs équipements et les exploitants aujourd'hui n'ont pas de difficulté au niveau de l'entretien-maintenance de ces installations. N'hésitez pas à m'interrompre au fur et à mesure de l'échange. Il y a une question sur la problématique des poussières de bois. Oui. Mais voilà, comment est-ce que c'est traité? Alors, les poussières de bois, au niveau du pellet, on en a peu. On en a peu, et ça, c'est conditionné au niveau du silo. Parce que sur les petites installations techniques, on n'a pas trop de problématiques. On n'est pas dans un grand silo avec des camions qui déversent énormément de bois. Sachant que là, on va trouver pas mal de poussière de bois. C'est surtout au niveau du volume du silo. Et après, on va trouver essentiellement des cendres. Et puis de la suie au niveau des équipements de combustion. Donc voilà. Là, on peut trouver les poussières de bois. C'est lorsqu'on fait des livraisons de plaquettes, puisque quand je reprends les premières photos, ici, vous imaginez bien qu'il y a un camion qui arrive et qui baigne le bois, on a un nuage de poussière de bois qui se dégage un petit peu au niveau du silo lorsqu'on est un déversoir au niveau des camions. Quand on est en pellet, souvent, on a des camions souffleurs qui arrivent. Donc, tout le pellet est véhiculé par des tuyaux. Donc, on a un camion souffleur qui arrive avec une bride. On vient connecter la bride au niveau du mur du silo. Et ensuite, on vient souffler les organes au niveau du silo de stockage. Et donc, la poussière, on est moins soumis aux poussières de bois lors de la livraison. Au niveau des difficultés de conduite de l'installation, en fait, on se retrouve dans les mêmes événements de conduite que l'on a lorsqu'on avait du fioul, c'est-à-dire qu'il faut surveiller l'approvisionnement, bien évidemment. C'est-à-dire que le gaz, on n'a pas à se préoccuper de si on a du gaz ou si on n'en a pas. Si on a payé sa facture, théoriquement, on a du gaz qui arrive. Mais au niveau du bois, on a beau avoir un contrat d'approvisionnement avec un fournisseur de bois. Si on ne surveille pas le volume de bois au niveau du stockage, eh bien, on peut arriver à avoir une rupture de bois au niveau du silo de stockage et donc plus de combustible, donc un arrêt dans l'installation. Donc, il faut avoir
un petit œil accru ou reprendre des habitudes de surveillance du volume de stockage de bois. Ça fait partie de la fonction principale aussi de l'exploitant et de votre contrat d'exploitation que vous allez mettre en place sur votre chaufferie. Donc, l'exploitant gère ça, il vérifie à chaque passage où en est le volume et il déclenche les approvisionnements de bois. Sachant que quand il y a des approvisionnements bois, l'exploitant est toujours présent parce que sur le pellet, on n'a pas trop de difficultés sur la caractérisation du bois, mais sur du bois plaquette, il faut vérifier quand même le fournisseur de bois, la qualité de bois qui vient baigner dans le silo. Donc, on a toujours la présence de l'exploitant qui est là lors des livraisons. Et puis, de l'autre côté, eh bien, on va avoir une gestion de cendres. Donc, effectivement, la gestion de cendres de l'autre côté, qui représente entre 2 et 3% du volume du bois qui rentre à l'entrée de la chaufferie. Donc, on a grosso modo un bac par trimestre qui est à évacuer au niveau des cendres. Voilà. Le contrôle de combustion, c'est comme toutes les chaufferies. Ça nécessite d'être surveillé, de contrôler, mais on est sur exactement la même contrôle que n'importe quelle autre chaufferie. On est soumis à la réglementation, j'en parlerai après, 2910 et des organes de combustion. Donc, on a un seuil à 400 kW. Mais pour avoir une bonne combustion, il faut qu'on puisse avoir des organes de contrôle qui soient correctement nettoyés. Et on revient à l'entretien mensuel et au nettoyage mensuel des organes de contrôle pour être sûr qu'on ait des données techniques qui soient correctement renvoyées à la régulation complète de la chaudière et donc avoir une combustion qui soit optimisée. Et puis, ça paraît évident, mais la propreté générale de la chaufferie, parce que ça génère quand même plus de poussière que du gaz. Et donc, les poussières, quelles que soient les poussières, d'ailleurs, ce n'est pas forcément les poussières liées à la combustion au bois, mais une poussière, d'une façon générale, est abrasive. Et donc, dès qu'on va avoir des organes mécaniques en mouvement, on va avoir un côté abrasif qui va être accentué. Et donc, les organes mécaniques dont on a parlé, il faut que ce soit relativement propre pour éviter une usure prématurée. Mais au niveau de la chaufferie, les pompes de circulation d'eau, les surpresseurs d'eau qu'on peut trouver, si la chaufferie n'est pas très bien entretenue, au niveau du local, au niveau du volume, on va trouver des poussières qui peuvent rentrer effectivement sur ces organes mécaniques en rotation et on va trouver un côté un petit peu plus abrasif. Donc, il faut qu'on ait une propreté générale du volume qui soit quand même bien maîtrisée. Il y a une question dans le chat Je ne sur vois pas arriver les questions, moi. Comment c'est possible? Discussion. Il faut cliquer sur discussion. Sur le bandeau en bas. J'ai pas de bandeau en bas. J'ai que mon PowerPoint qui est affiché. Ah. Je vous lis la question. Oui. Quels sont les principaux points d'attention en conception pour faciliter la maintenance? Alors, les principaux points en conception. Moi, je pense notamment à l'accessibilité des cendres et des cendriers. En tant que bureau d'études, il ne faut pas se priver d'avoir un volume en chaufferie qui soit suffisant au niveau de ce que l'on appelle les dégagements de maintenance. Souvent, les chaufferies, elles ne sont pas forcément intégrées dès la conception du bâtiment. Et sur une chaufferie gaz, on peut essayer de la placer à droite, à gauche. Dès qu'on va avoir une chaufferie bois, les volumes générés au niveau de la chaudière sont beaucoup plus importants qu'une chaufferie gaz. Il va falloir avoir un point de conception pour le stockage. Donc, il faut prévoir un volume déjà. Au niveau du stockage, il faut que le volume de stockage soit pas très éloigné de la chaufferie. Tout ça, ça paraît des évidences, mais on trouve encore des projets sur lesquels on a un stockage qui est à l'autre bout du bâtiment parce qu'on avait une place à cet endroit-là et la chaufferie à l'autre bout. Et nous, on explique que ce n'est pas possible au niveau architectural, qu'il faut regrouper les équipements. Ensuite, comme on a des organes qui sont un peu plus importants dans une chaufferie bois que gaz, il faut prévoir aussi la manutention des organes. Le cendrier avec la poubelle qui va récolter les cendres, si la chaufferie est au fin fond
d'un bâtiment avec un escalier étriqué, eh ben, ce n'est pas adapté. Donc, il faut pouvoir avoir conscience que l'accès à la chaufferie soit facilité. Il ne faut pas qu'il y ait d'escalier, il faut qu'on ait des rampes d'accès. Voilà. Donc, au niveau de la conception, c'est surtout au niveau du génie civil et au niveau du projet constructif sur lequel il faut être attentif. Après, une fois qu'on a le volume, à la conception, il n'y a pas de difficulté en tant que telle. On arrive à s'adapter quasiment à chaque fois au niveau de la conception. Mais il ne faut jamais perdre de vue l'exploitation qu'on va avoir derrière. Mettre une chaufferie au fond d'une cave, c'est faisable. L'exploiter derrière, ça ne l'est plus. Donc, il faut vraiment avoir cette idée de l'exploitation qu'on va avoir derrière. Et ça, c'est un élément important par rapport à une chaufferie gaz classique sur lequel on n'a pas forcément encore ces notions-là au niveau de la conception. Donc, c'est surtout ce point de vigilance-là qu'il faudrait avoir. Et il y a une autre question sur la qualité des pellets et des risques de prise de feu qui pourraient commencer à apparaître. Et je profite de cette prise de parole pour vous dire qu'il ne restera que quelques minutes, 2 à 3. Voilà. Donc, on a très peu de risques d'incendie au niveau du local de stockage bois, étant donné qu'on a normalement le local, il est complètement déjà, il est coupe-feu, ce local d'entrée de jeu au niveau du stockage. Et puis, on n'a pas d'organes à l'intérieur qui permettent de générer un incendie. Un incendie, il faut un triangle, hein, il faut le comburant, le combustible et le déclencheur. Sur un stockage, ben, on va avoir le combustible, effectivement, le bois, on va avoir l'air qui est le comburant, mais on n'a pas d'organe déclencheur. Même quand on met un éclairage dans le silo pour regarder comment ce qu'il est, on met ce qu'on appelle un éclairage de type ATEX, donc anti-explosion. Ça ne coûte pas très cher finalement à l'échelle d'un projet et on sécurise complètement le volume de stockage. Ensuite, ce qu'on pourrait imaginer, c'est qu'on ait un retour de feu. On puisse imaginer qu'on ait un retour de feu finalement entre la combustion du foyer et le feu qui reviennent de par le convoyeur. Mais ça, au niveau des chaudières, en fait, on n'injecte jamais le bois en direct dedans. On a une injection qui se fait dans un sas. Et une fois que le clapet coupe-feu est redescendu physiquement, on vient pousser le bois dans le foyer. Donc, on a bien une sorte de disconnexion de retour de flamme. Et ça, c'est impossible qu'on ait les deux trappes ouvertes de façon simultanée au niveau du foyer. Donc, on n'a pas de retour de feu par rapport à ça. Donc, pour l'instant, des silos qui ont pris feu, ça peut arriver sur des très, très grosses installations. Et là, dans ces cas-là, on le traite par sprinklage. Mais sur des cheminées, enfin sur des chaufferies à l'échelle d'une copropriété ou d'un bâtiment tertiaire, on en a, enfin, moi, à ma connaissance, j'en connais pas aujourd'hui. Et pourtant, nous, Clé Ingénierie, on a fait déjà on a fait un paquet de ce type de chaufferie. Donc, on n'a pas de difficulté par rapport à ça. Je vais passer vite sur les types de bois. Donc, je vous disais, il y en a quand même une différence sur le pouvoir calorifique entre la plaquette et le granulé. Donc, le granulé, c'est bien plus calibré, c'est bien plus maîtrisé. On a un bon pouvoir calorifique. Par contre, on a un prix qui peut faire rapidement entre x2 et x3 entre le prix à la tonne. Donc, c'est pour ça que comme on a un produit qui est bien mieux manufacturé, on a un prix qui est quand même plus important. Donc, la différence, pourquoi est-ce qu'on va utiliser du granulé ou de la plaquette, c'est la taille de l'installation. Si on va avoir une installation de plus grosse puissance avec beaucoup de consommation d'énergie, on va plutôt s'orienter vers de la plaquette. Sinon, jusqu'à 250 kW, le granulé, on peut parfaitement l'utiliser sans trop de difficultés. Les pièces d'usure, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Et puis, le contrat d'exploitation. Un contrat d'exploitation d'une chaufferie bois ne se monte pas totalement de la même façon qu'un contrat d'exploitation d'une chaufferie gaz, puisqu'on va rentrer plus dans le détail technique que la chaufferie gaz pour pouvoir fiabiliser l'installation. Les indicateurs de bon fonctionnement,
les suivis des consommations et le rendement de l'installation, comme en gaz. On va avoir le volume de bois qui va rentrer, on va vérifier la quantité d'énergie produite avec des compteurs d'énergie et de calories, et on va faire le calcul entre les deux pour vérifier que la combustion et le rendement de l'installation soient bons. Sinon, à un moment donné, on peut consommer beaucoup plus de bois et donc avoir un rendement catastrophique, néanmoins avoir de l'eau chaude en sortie. Et donc ça, c'est vraiment un point de fonctionnement et quelque chose qu'il faut vérifier tous les mois, hein, de toute façon. Le taux de couverture, ça c'est important, c'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'on a un engagement sur une installation, d'avoir un taux de couverture bois de 70%, si on a une chaudière d'appoint secours au gaz, il faut vérifier ce taux de couverture parce que effectivement, quelques exploitants qui auraient un contrat d'exploitation pas toujours très très bien ficelé, pourraient préférer faire fonctionner la chaudière au gaz plutôt que le bois, puisqu'il y a quand même beaucoup moins d'entretien maintenant sur la chaudière gaz. Donc, il faut être attentif au taux de couverture, et ce sont des contraintes qu'il faut mettre en œuvre au niveau du contrat. Et puis, le taux de panne, c'est pareil. Au niveau des indicateurs, on peut avoir un taux de panne qui est au même niveau qu'une chaudière gaz. Il n'y a aucune difficulté par rapport à ça, mais vaut mieux le challenger, vaut mieux le mettre au niveau du contrat d'exploitation de maintenance. C'est toujours plus facile quand c'est écrit. La réglementation thermique, la réglementation thermique, c'est exactement la même que sur une chaudière gaz ou une chaudière fioul. On est dans les organes. Lorsqu'on est inférieur à 400 kW, on a exactement la même réglementation. Et lorsqu'on est supérieur à 400 kW, on a exactement la même réglementation. On n'a pas de différence entre le combustible par rapport à cette réglementation sur la 2910 et la réglementation de 78. Par contre, depuis 2009, on a une annexe 1 qui fournit les indications sur l'entretien annuel qu'il faut avoir au niveau d'une chaufferie bois. Le législateur a accentué un petit peu cet entretien annuel, puisqu'on avait encore quelques installateurs et quelques entreteneurs maintenance qui faisaient un entretien superficiel au niveau de la chaufferie bois. Et donc ça a été un petit peu cadré de façon basique. Donc, il y a l'annexe 1 qui fournit la totalité des équipements et des actions à mener à minima au niveau de ces installations. Et j'en ai fini pour essayer de tenir le planning. Parfait. Merci beaucoup pour le respect du timing. Il n'y avait pas d'autres questions sur le fil de discussion. Donc, je propose à Sandrine Lassalle de prendre la suite. Oui, alors je vais partager ma présentation. Donc, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, très bien. Où est ce fichier? Non. Quoi? C'est que tu vois? Ah oui, pardon, excusez-moi. Ah, elle est là. Hop, partager. Je vais la mettre en plein écran. Mince. Voilà. Voilà, c'est bon? Tout le monde voit bien? On voit encore les bandeaux de PowerPoint. Ce n'est pas en plein écran, quoi. Ah, c'est pas en plein écran. Alors. Mais en haut à gauche, là, si vous cliquez sur à partir du début, ça devrait. Ah, non, mais pourquoi j'ai pas le plein écran pourtant? Non, alors là, c'est toujours pas en plein écran. Paramètres d'affichage. Ouais. Pourquoi on l'a pas en plein écran? Je vais le... Arrêtez. Hop, là, vous devez la voir. Je vais la partager, moi. Ah, ok. Oui, parce que je vois pas. J'ai lancé pourtant le diaporama de mon côté. Je ne sais pas pourquoi ça s'est affiché. Ah, non, impeccable. Ouais, voilà, je la lance. Je vous laisse la parole. Alors, donc, nous, donc le bureau d'études, je fais partie du bureau d'études Archambault Conseil Suez Consulting. Donc, on intervient dans tout ce qui est. On n'a pas l'écran. Comment? On n'a pas l'écran. Enfin, j'ai juste l'écran de l'ordinateur, mais pas celui du PowerPoint. Non. Ah, attendez. Là, c'est bon? Pourquoi
moi, ça l'a pas mis là-dessus. Ouais, c'est bon. OK. C'est tout bon? OK, bon. Alors, donc voilà, nous, donc le bureau d'études Suez Consulting Archambault Conseil, on intervient dans tout ce qui est études de faisabilité, dimensionnement pour les installations de géothermie, donc sur nappe ou sur sonde. Donc après, on accompagne également nos clients dans tout ce qui est suivi d'exécution et les demandes de subventions. Donc, on intervient sur 2 types de géothermie. La géothermie sur nappe, donc ça va être la diapositive suivante. Voilà, donc on appelle également l'aquathermie. Donc le principe de la géothermie sur nappe, donc la climatisation, qui est donc le rafraîchissement en été ou le chauffage en hiver, est réalisé sur nappe au moyen donc d'un doublet de forage, enfin un minima un doublet de forage, un forage de captage, un forage de rejet. Il peut y avoir plusieurs captages, plusieurs rejets. Le prélèvement s'effectue sur un ou plusieurs forages de captage. Et après passage au niveau d'échangeur, les eaux prélevées sont intégralement réinjectées dans la nappe au moyen d'un ou plusieurs forages de réinjection. Donc ça, c'est une solution qui est assez facile, typiquement dans la région lyonnaise, vu qu'on a la nappe en fait, qui est sous nos pieds. Donc c'est une solution qui peut facilement se mettre en place dans la région. Après, il y a la géothermie donc, sur sonde. Donc là, en fait, on extrait les calories du terrain au moyen d'un champ de sonde géothermique vertical, donc qui peuvent atteindre 100 jusqu'à 200 mètres de profondeur. Donc dans ce cas-là, en fait, il y a un fluide caloporteur qui circule à l'intérieur des sondes qui sont en boucle fermée et qui permettent en fait d'échanger les thermies avec le terrain. Et ces thermies sont extraites vers la surface avec une pompe à chaleur, mais elles peuvent également être valorisées directement. C'est ce qu'on appelle le géocooling. Dans ce cas-là, en fait, il n'y a pas de technologie de réfrigération, c'est utilisé en direct. Mais avec ça, on peut faire que du rafraîchissement pour le géocooling. Donc pour ce qui est de l'entretien, donc pour les installations sur nappe, comme disait l'intervenant précédent par rapport au bois, on part du même principe, un dispositif de captage-rejet bien dimensionné est censé de toute façon relativement bien vieillir, d'autant plus si on respecte les préconisations d'exploitation fixées autant par le bureau d'études que par l'entreprise de forage. Mais il est quand même nécessaire de vérifier le bon état des ouvrages. Donc nous, ce qu'on préconise en principe, c'est au bout d'1 an de fonctionnement et après au bout de 5 ans d'exploitation également, de réaliser une inspection vidéo qui permettra de vérifier l'intégrité des ouvrages, donc que ce soit les crépines. Donc les crépines, c'est les petites fentes qu'il y a dans les tubes du forage de captage qui permettent de puiser l'eau. Donc la jointure entre les tubes et s'assurer qu'il n'y ait pas de venue de sable ou un ensablement important du forage. Et après, donc, on préconise en fait de réaliser cet entretien tous les 10 ans, donc une inspection vidéo et si besoin, des opérations de nettoyage un style de nettoyage ou de réhabilitation. Après, voilà, il y a également, outre un bon fonctionnement, il y a le respect des prescriptions parce que, par exemple, il faut installer la pompe au bon endroit dans les forages de pompage. Une pompe mal installée, en phase d'horizon trop sableux, pourrait entraîner un ensablement prématuré de l'ouvrage. Donc voilà, il faut bien penser à respecter les préconisations d'exploitation qui ont été définies avant. Après, on suit les paramètres hydrodynamiques en continu, donc les niveaux d'eau et les débits. On suit donc la baisse du niveau d'eau sur le forage de captage, qui est le rabattement en fonction des débits d'exploitation. Et sur le forage de rejet, on va suivre l'augmentation du niveau d'eau, ce qu'on appelle la charge. Et si on se rend compte que le niveau diminue plus que prévu dans le forage de captage ou que le niveau augmente plus que ce qui est nécessaire dans le forage de rejet, il faudra peut-être penser à faire une inspection vidéo ou un entretien au préalable, parce que ça voudrait dire qu'on a un vieillissement prématuré ou un mauvais fonctionnement de l'installation. Voilà, donc faire un diagnostic, soit une inspection vidéo et des pompages par palier, et si besoin, entreprendre des travaux de régénération. Voilà. On a également la température qui est suivie dans les forages de captage et de rejet. Ça permet de vérifier que l'installation fonctionne bien dans sa plage de données et de respecter également l'écart thermique.
Et sur les sondes géothermiques, alors là, l'entretien est moindre. Attendez, j'ai juste une question avant de passer aux sondes géothermiques. N'y a-t-il pas un risque de réchauffement des nappes s'il y a trop d'installations en parallèle? Alors, si, bien entendu. Alors ça, c'est quelque chose en fait qui est étudié au stade de l'étude de faisabilité et, et qui est également étudié, contrôlé quand on fait tout ce qui est dossier réglementaire. Nous, on réalise des modélisations qui permettent de simuler le réchauffement ou le refroidissement de la nappe, en fait, avec son fonctionnement. On prend en compte également les installations voisines. Et oui, et le but, c'est de ne pas trop réchauffer la nappe et surtout ne pas non plus interférer sur les autres installations. Donc tout ça, c'est pris en compte à la phase dimensionnement et faisabilité. Mais tout ce qui est écart thermique et température, c'est tout, de toute façon, tout réglementé. C'est tout réglementé. Si nous pouvons avoir un captage à proximité d'un rejet. Alors, ça va être pareil. Nous, typiquement, quand on dimensionne une installation, on réalise une enquête de terrain avant pour recenser les installations voisines, justement pour éviter d'installer soit notre rejet à côté d'un captage déjà existant, soit inversement, notre captage à côté d'un rejet existant qui pourrait du coup influencer la température de la nappe captée, autant pour l'un que pour l'autre, et du coup dégrader les performances de l'installation. Oui, elles ne sont pas toutes déclarées, c'est bien le problème. Mais c'est pour ça que nous, on réalise une enquête de terrain pour essayer justement de recenser celles qui pourraient être existantes. Mais voilà, mais maintenant, de toute façon, il y a des notions justement, quand on fait les dossiers de déclaration, de volume d'exploitation, donc qui délimitent des volumes dans lesquels une autre installation ne peut pas s'implanter. Donc, ce qui permet en fait de protéger les installations les unes par rapport aux autres et également de protéger la nappe justement pour pas trop la solliciter de ce point de vue-là. Je pense que vous pouvez passer à la partie sonde géothermique. Alors, donc pour les sondes géothermiques, c'est plus rapide. Vous pouvez passer le diaporama. En fait, donc, une fois qu'on réalise les sondes, à la fin de la réalisation de chaque sonde, il y a d'abord un test d'étanchéité qui est réalisé pour s'assurer que la sonde est complètement étanche et un test de réponse thermique donc, pour voir si elle répond bien aux besoins pour lesquels elle a été dimensionnée. Et en fait, une fois que ces deux tests sont réalisés, la sonde, de toute façon, elle est cimentée sur toute sa hauteur. Il n'y a pas vraiment après d'entretien spécifique aux sondes en elles-mêmes. L'entretien se fera plus sur tout ce qui est pas souterrain, quoi, sur la pompe à chaleur en elle-même. Mais les sondes, en fait, voilà, une fois qu'elles sont réalisées et validées, enfin en état de marche, a priori, il n'y a pas d'entretien. Vous vouliez ajouter un mot en conclusion. Il y a une autre question. Quelle est la durée de vie du fluide caloporteur qui passe dans les sondes? Alors ça, je ne saurais pas vous dire. Ce sera plus, je pense, les bureaux d'études fluides. Mais alors, tout ce qui est... Nous, c'est vrai qu'on est vraiment basé sur les ouvrages en eux-mêmes. Mais alors après, la durée de vie du fluide, là, comme ça, je n'aurais pas la réponse. D'accord. Alors, le fluide caloporteur, Alexis Ingré, cabinet Clair, le fluide caloporteur qu'on peut trouver dans les sondes, c'est de l'eau dans lequel on peut avoir quand même un petit peu de glycol pour éviter que lorsqu'on a des températures trop basses, on vienne geler la sonde. La durée de vie, en fait, il n'y en a pas puisque c'est relativement stable et on n'est pas sur, même si à un moment donné, ça demandait à être remplacé, on est franchement sur de l'eau avec un petit peu de glycol, donc on est sur un coût qui est vraiment négligeable par rapport à l'entretien maintenance et la durée de vie de ce type d'installation. Ce qu'il faut éviter, ce sont les montées trop hautes en température parce que le glycol résiste bien sur des températures relativement froides. Mais quand on vient augmenter la température, on va avoir ce que l'on appelle une caramélisation de l'eau et du glycol. Le mélange va être un petit peu
plus être complètement stable et on va boucher à partir de ce moment-là les organes. Mais en sonde géothermique, ça arrive jamais, puisque les températures, même un peu plus chaudes, on est rarement au-delà des 40 degrés. Et on vient caraméliser souvent au-delà de 80 degrés. Donc ça n'arrive jamais sur les problématiques de sonde géothermique. Est-ce que vous pouvez dire un mot également sur la maintenance au niveau des packs géothermiques? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est le même type de maintenance que les packs aérothermiques. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas décidé de le traiter dans ce webinaire. Mais Monsieur Ingré, peut-être vous... Alors effectivement, en fait, que les packs, on est sur un circuit frigorifique classique, le même circuit qu'on a dans son frigo à la maison d'ailleurs. Hein. Donc, que ce soit une PAC en aérothermique ou en géothermie, l'organe de compression de gaz et de génération de chaleur, c'est exactement le même. Ensuite, c'est l'organe de dissipation qui est différent. Là, sur les sondes, la dissipation va se faire dans le sol ou dans les nappes phréatiques en fonction du captage d'eau ou de la sonde qui vient diffuser les frigories, parce que pour le coup, quand on chauffe, c'est des frigories qu'on vient rejeter au niveau du sol, alors qu'en aérothermie, finalement, on va avoir un échangeur sur l'air qui va être l'air, on va le forcer à passer dans cet échangeur avec des ventilateurs. Et donc là, on va avoir une maintenance un petit peu différente, mais il va falloir faire une maintenance au niveau de l'évaporateur lorsqu'on a des packs en aérothermie. En géothermie, le gros avantage, c'est que tous les organes peuvent être dissimulés dans un bâtiment. C'est-à-dire que le système de compression, la PAC, elle peut être mise dans un local fermé avec la sonde qui est dans le sol, donc on n'a aucun aspect extérieur. Dès qu'on va avoir une PAC en aérothermie, on a forcément soit toute la PAC qui est à l'extérieur, ça peut faire un joli bébé, ça va gêner acoustiquement peut-être le voisinage, et puis esthétiquement, visuellement, ce n'est pas forcément très très agréable, et donc on peut avoir des problématiques d'urbanisme et d'architecte des bâtiments de France, par exemple, qui vont refuser de mettre des pompes à chaleur en aérothermie, sachant que sur Lyon, ce qu'on appelle la 5e façade, c'est-à-dire la toiture, aujourd'hui est considérée comme étant une façade à part entière et qui doit être traitée. Donc c'est vrai que quand on a des packs en aérothermie, ça peut générer des coûts supplémentaires lors de l'installation. En géothermie, si on a un local technique qui est correctement dimensionné et qu'on a la capacité de mettre des sondes, eh ben c'est plus discret, on va dire, comme type d'installation. Très bien. Je vous remercie pour ce complément et on va passer à la dernière présentation. Daniel Mounier de Texol sur la partie solaire thermique. Il est moins 10, donc je pense qu'on finira vers 15h05. Voilà, on a pris un petit peu de retard. Très bien, bonjour à tous. Donc, Daniel Munier, je vais vous parler effectivement solaire thermique. Je vais avoir un angle un petit peu spécifique parce que j'en profite de cette tribune pour un petit peu présenter quelque chose qui, à mon avis, intéressera beaucoup de monde et qui a une cohérence avec l'exploitation maintenance solaire thermique. Bon, déjà, peut-être pour un petit peu replanter le décor juste pendant quelques secondes, donc je travaille pour le bureau d'études Texol, qui est un des spécialistes, bureau d'études spécialisés solaires en France, et je m'occupe de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon. Alors, quel angle? Effectivement, c'est qu'en gros, actuellement, on sait tous qu'il y a un certain nombre de soucis techniques dans la conduite des installations solaires thermiques et que, en fait, beaucoup d'entre elles, non seulement ont besoin d'avoir des règles de maintenance que je vais expliquer plus tard, mais surtout ont besoin souvent d'être réparées, d'être réhabilitées. Et je fais vraiment un petit focus là-dessus de quelques secondes pour dire qu'il y a un dispositif qui a été reconduit récemment par l'ADEME pour encore 2 ans supplémentaires qui permet de remettre en selle, après un audit surtout, d'aider aux travaux de réhabilitation. Donc, une installation qui est purgée de recours, qui a moins de 20 ans, elle peut bénéficier d'environ 50% d'aide sur un plafond de 20 000 €. Donc, en gros, elle peut bénéficier de 10 000 € d'aide pour être remis en selle. Et justement, aujourd'hui, l'idée, c'est d'être super concret, c'est de vous présenter la réhabilitation et le plan de maintenance d'une résidence hôtelière qui se trouve à Saint-Priest. Voilà. Donc, audit, travaux,
et obligation, et c'est très bien par l'ADEME, contre le versement de l'aide d'un contrat de suivi et d'un dispositif de télésuivi adéquat. Alors, qu'est-ce qu'une installation solaire thermique? C'est Vera qui m'a demandé un petit peu juste de replanter le décor. On est sur du collectif, on a une partie captation solaire en toiture et on a une partie stockage solaire en chaufferie. Ce cas-là que je vais présenter, qui est une installation qui a une bonne dizaine d'années, en fait, est en pression, donc une installation en pression. Mais ceux qui connaissent un peu le solaire et notamment notre bureau d'études, en fait, on est vraiment des grands promoteurs de l'approche auto-vidangeable qui, on le verra à la fin de ma présentation, si elle est appliquée sur une installation, facilite grandement la conduite et la maintenance des installations. Alors, quelle installation? Effectivement, Saint-Priest, avec une résidence hôtelière au bord du tram qui, en fait, est gérée par le syndic Angelis et qui avait d'abord déjà un exploitant qui s'appelle Cédicam, qui œuvre pas mal dans l'est de Lyon et qui s'est porté volontaire pour faire à la fois les travaux de réhabilitation et de prendre en charge une nouvelle maintenance. On verra un nouveau contrat de maintenance spécifique. Alors, l'objectif pour nous, c'était remettre en selle, minimiser les coûts de travaux parce qu'on voit que l'enveloppe elle est limitée et surtout assurer la pérennité avec du télésuivi. Comme toutes les installations quasiment jusqu'à présent, il n'y avait pas de suivi du tout. Donc, on verra que c'est vraiment très, très important. Et surtout, c'est un processus qui est main dans la main avec un installateur et ou un mainteneur local. C'est-à-dire qu'en gros, il fait ses preuves en fait, en rétablissant l'installation et ensuite, on lui confie un contrat de maintenance bien spécifique qui est totalement complémentaire avec du télésuivi, du suivi à distance simplifié. Alors, l'audit, on l'a fait en 2020. C'est une installation, on le verra, qui n'avait pas des gros problèmes, mais il y a eu quand même un chiffrage de travaux quand même significatif, plusieurs milliers d'euros. On a dépassé même les 10 000 euros en tout. Mais en fait, on n'a pas tout changé. La partie capteur solaire était correcte. On a fait les travaux en printemps 2021 jusqu'en septembre 2021. Ça a mis pas mal de temps parce qu'il a fallu approvisionner. Enfin, ce n'était pas la bonne période, on est tous conscients. Et surtout, cette entreprise, en fait, on lui a demandé, l'ADEME surtout, et nous on était très contents, de montrer sa patte blanche, donc elle a dû passer Calisol collectif, et voilà, elle a fait un devis à un peu plus de 10 000 euros pour réhabiliter sur la base d'un bordereau qu'on avait produit. On a réalisé les travaux avec une lettre d'engagement de travaux de la part du maître d'ouvrage, un planning qui s'est fait sur voilà, une grosse semaine d'intervention. Ah, je vois qu'il y a une question qui arrive. On est sur une production solaire avec un complément électrique, en effet. Je réponds instantanément. C'est un appoint électrique actuellement qui se fait. Alors, qui se faisait, mais qui en fait, non, je dis des bêtises, sur celle-là, l'appoint électrique a été déposé. Maintenant, on est sur un appoint gaz direct. Il y avait à l'origine une résistance électrique sur le deuxième ballon. Justement, on l'a désactivée parce qu'elle était source de problème. Ouais, effectivement, j'ai été un peu induit en erreur. Et surtout, ce qui est très important, une fois que les travaux ont été réparés, ont été faits, que l'installation a été réparée, donc en gros, on a réparé des fuites, on a repris un peu de l'hydraulique, on a surtout changé une pompe, la pompe primaire qui avait souffert, comme très souvent, servant un petit peu de fusible sur des surchauffes. On a bien nettoyé l'ensemble, on a mis en place des purgeurs automatiques avec quart de tour, enfin bref, on a fait plein de petites choses. Et on l'a remis en selle. Et très important, l'ADEME nous donne raison à chaque fois, et c'est un grand bien, on a installé un dispositif de télésuivi de type compteur communicant. Alors, qu'est-ce que c'est? Et on m'a demandé aujourd'hui de parler de maintenance, mais c'est largement aussi important. C'est en fait un dispositif de comptage d'énergie thermique qui est posé au niveau de l'eau chaude solaire produite. C'est un compteur qui est doté, on va dire pour faire simple, d'une carte SIM qui devient un compteur GPRS et qui permet de relever tous les jours des données d'énergie solaire utile, de température, de débit. Et ça nous permet de faire une quittance, vous voyez, tous les mois avec le productible. Et surtout, c'est du 2 en 1 parce que ce compteur, en fait, à l'échelle de la journée, nous fait remonter des performances de fonctionnement et on les compare avec un ensoleillement local qu'on récupère par ailleurs. Et on est capable, à J+2, de dire l'installation déconne ou elle fonctionne bien.
Et donc, tout ça pour être super pratique et vous dire que c'est ce qui permet sur du solaire thermique d'être le plus, on va dire, pertinent. Parce que derrière, ce qui vous intéresse, je pense, le plus aujourd'hui, c'est que avec cette alarme, en fait, on peut alléger considérablement la logique de maintenance. En fait, on est… Alors, voilà, j'ai une petite diapo qui vous montre en quoi consiste le dispositif. C'est qu'en fait, vous avez un bus qui relie le compteur physique lui-même à un petit boîtier Raidin qui est posé dans l'armoire électrique. Ce boîtier sert à envoyer des données GPRS vers l'extérieur avec une antenne et ça nous permet derrière de pouvoir exploiter tous les jours les données. Alors, on a fait une réception en bonne et due forme. L'ADEME impose, et c'est encore une très bonne chose, nous on le fait avec plaisir, de faire une mise en service dynamique de cette réhabilitation. Donc, vous voyez un petit peu tous ces éléments. Et ça nous fait arriver au contrat de maintenance. Alors là, ça va sans doute surprendre un certain nombre d'entre vous. On est sur des opérations de maintenance qui se font, vous voyez à droite sur la colonne, les points de contrôle, avec une fréquence qui est de l'ordre de l'année, voire éventuellement un petit peu moins, mais on est vraiment sur quelque chose avec une récurrence qui est assez espacée. Et ça vous donne un contrat qui, pour cette installation, a été négocié à 300 € par an, avec une logique de dépannage supplémentaire à 50 € de l'heure passée sur déclenchement d'une alarme qu'on ferait et qui est validée par le maître d'ouvrage. Donc, en fait, on est dans des logiques où on fait de la maintenance curative, mais avec un dispositif de suivi qui est vraiment assez performant, bien posé, entretenu et qui permet d'avoir un suivi au jour le jour du fonctionnement. Et là où je veux en venir, tout à l'heure j'ai parlé de l'auto-vidange, c'est que quand on a une conception d'auto-vidange, c'est encore beaucoup plus simple parce que, en fait, même si l'installation commence à avoir une dérive, elle est protégée, on va dire, quasi naturellement. Les surchauffes sont évitées, même s'il y a un problème technique. Voilà. Donc, en fait, ce que je voulais vraiment vous montrer dans cette articulation de cette brève présentation, c'est que si vous voulez avoir un modèle fiable économique sur le solaire thermique collectif, en tout cas, c'est d'abord d'avoir une installation qui est saine, donc qui éventuellement, on peut le faire maintenant, peut être réparée si elle a des problèmes techniques. Et ensuite, on met en place ce duo contrat de maintenance allégé avec un sachant, bien sûr, entreprise qui a fait des travaux de correction et qui est capable de faire une maintenance vraiment de réparation correcte, et un tiers ou même un service interne qui s'occupe du télésuivi tel que je l'ai présenté. Voilà, donc en conclusion sur cette opération, on avait un petit peu sous-estimé les travaux parce que dans des mécanismes comme ça, en fait, on avait chiffré à 8 000, on en a eu pour 12 000. C'est avant tout, on découvre aussi quand on fait les réparations. C'est une installation qui a plusieurs années, donc on gère avec. Le télésuivi a montré qu'on avait des performances au niveau de ce qu'on attendait. On a eu 50% d'aide au coût des travaux. Et, chose aussi importante, parce que je pense que c'est un peu le nerf de la guerre, c'est que, en gros, toutes ces dépenses supplémentaires, donc des fois qui sont vues comme une double peine de remettre de l'argent sur un investissement qui a été fait qui n'a pas trop bien fonctionné, ils se remboursent sur le fait que cette installation était à l'arrêt. Donc là, elle produit. Et au bout de 6 ans, elle va rembourser son coût de travaux, le coût global dépensé par le maître d'ouvrage accompagné de l'aide publique. Voilà, je voulais vraiment être bref parce que j'aimerais beaucoup consacrer du temps aux questions. Je pense que c'est le plus important et vous avez mes coordonnées en bas de diapo. Alors, je vois la durée de vie théorique d'une installation. On est sur de l'ordre de ce qu'on mesure depuis plus de 20 ans au sein de notre bureau d'études avec notre activité télésuivi. En fait, un petit peu comme dans le photovoltaïque, 20 ans, c'est absolument possible. Ce qui se passe souvent, c'est qu'au bout de 20 ans, et ça, il ne faut vraiment pas le perdre de vue, un bâtiment peut évoluer. Et donc, on profite souvent au bout de 20 ans, l'installation pourrait continuer à tourner, mais le bâtiment a peut-être des besoins différents. Il y a une nouvelle génération de capteurs. On fait éventuellement une utilisation de la toiture différente, mais il y a une durée de vie théorique qui est de 20 à 30 ans sur du solaire thermique. On parle de réchauffeur de boucle. Ici, non, on est sur du retour de bouclage classique qui est pris en charge par l'appoint, bien sûr. Et ça aussi, c'est un point de vigilance parce que le solaire ne peut en aucun cas gérer seul, voire même gérer
la gestion du bouclage. Alors, en Isère, sur une année, quelle est la proportion d'énergie solaire utilisée, celle de compensation au gaz? Alors, une installation correctement dimensionnée sur du logement collectif, par exemple, ou du tertiaire avec des besoins d'eau chaude un peu importants, type EHPAD, on est capable d'assurer la moitié des besoins avec du solaire thermique en Isère. C'est à peu près l'ordre de grandeur. Alors, on peut être à plus, mais on dégrade l'efficacité économique puisque forcément, vous allez surdimensionner votre installation. Surtout pas. J'ai monsieur Mathieu Farge qui parle d'aéro-refroidisseur. C'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument éviter. Quitte à avoir des stratégies de refroidissement nocturne ou surtout si on peut d'auto-vidange, voire même de technologies type… alors, certains d'entre vous connaissent peut-être certains capteurs qui dégradent leur performance en montant en température. Mais un aéro, c'est tout simple. C'est que vous rajoutez de la maintenance en plus. Et c'est un organe qui va fonctionner très rarement, qui va coûter très cher à entretenir et qui surtout peut justement ne pas fonctionner le jour où on en aura besoin. Donc, c'est… Voilà. Durée de vie des sondes de température au niveau des capteurs solaires. Si ils sont bien posés, bien protégés, surtout avec des bonnes protections mécaniques sur la partie câblage électrique, c'est la durée de vie de l'installation. Et je rajouterais même, ce n'est pas dans la question, mais une sonde d'ensoleillement, c'est pareil, quand elle est bien posée, qu'elle a été fixée avec des pattes métalliques et non plastiques, on n'a aucun problème de durée de vie. Comment entretenir une terrasse avec un encombrement important? Alors, ça renvoie à mon collègue, M. Ingré, tout à l'heure. Le BE qui a conçu, normalement, il doit respecter un DTU. Il doit connaître la réglementation et justement, ce DTU, le 43, nous oblige à avoir des distances minimum. Voilà, on a M. Vernet qui s'y connaît, le 43.3. Et donc, c'est vraiment important. Et j'ai envie de dire, même s'il y a une malfaçon, quand on est sur l'audit réhab, on le détecte et on fait corriger. Parce qu'au niveau assurantiel, il y a un problème dans ce cas-là. Alors, les mainteneurs sont-ils vraiment compétents ou leurs contrats sont-ils mal rémunérés? Joker. Joker, absolument Joker. En fait, je vous présente quelque chose qui marche. Donc après, voilà, je vous laisse un petit peu, éventuellement même me contacter en dehors, mais effectivement, il y a une vraie problématique. Il y a une autre question sur le pourcentage du dimensionnement vis-à-vis de la consommation. Ah oui, oui, bien entendu, bien entendu. Oui, alors ça, c'est une chose qui est très, très importante à rappeler. L'outil de référence dans le solaire thermique, certains l'ont déjà entendu parler, il s'appelle Solo. C'est un outil qui se trouve en accès gratuit et qui est très simplifié, mais qui donne des très bons résultats. En fait, on a toujours une règle qui est de dire le solaire thermique fait du préchauffage. Et avec un outil de ce type-là, en fait, on essaye d'atteindre lors du mois le plus ensoleillé et qui a surtout le moins de besoins, donc en général les mois d'été, on ne dépasse pas les 85% de taux de couverture. C'est-à-dire qu'en gros, on se place toujours en dessous d'une couverture totale lors du mois le plus ensoleillé. Ce qui fait que du coup, vous évitez considérablement les risques de surchauffe et surtout, même quand vous êtes protégé contre la surchauffe, vous optimisez le gain énergétique lié au solaire. Donc, vous optimisez le rendement économique. J'espère que je ne vais pas trop vite. Limite, peut-être prenez la parole si… Alors, y a-t-il une perte de production annuelle solaire des capteurs solaires? Alors, sur le solaire thermique, c'est une des choses qui est sympa par rapport au photovoltaïque, c'est que par nature, non, il n'y en a pas. Il y en a malgré tout parce qu'il peut y avoir de l'usure, on va dire des fuites, mais le capteur solaire thermique en tant que tel, c'est un corps noir et il n'a pas du tout le même coefficient de dégradation qui est de l'ordre de 0,5% par an pour le photovoltaïque, qui est par construction, par fabrication des cellules. Non, on est sur quelque chose de stable, mais dans la mesure, bien sûr, on voit que si l'installation est mal entretenue et qu'elle vieillit, elle va avoir tendance à créer des fuites à force et ça va finalement faire une perte de production qui pourra arriver. Et j'ai une dernière chose aussi relative à ça qui est super intéressante, c'est qu'on a des installations qu'on télésuit pendant 5 ans, 10 ans, même des fois 15 ans.
Et en fait, parce qu'il y a un changement de gestionnaire et autres, brutalement, on arrête le télésuivi. Et en général, c'est même une plaisanterie en interne, ça ne loupe pas. Au bout de 1, 2 ans, on est rappelé parce qu'on nous dit, comme vous ne suiviez plus notre installation, comme elle n'était plus suivie, ça peut être par un tiers, hein, en fait, quand il y a un petit truc qui déconne, ce n'est pas réparé et ça fait boule de neige. Et au bout d'un moment, en fait, on commence à avoir des gros problèmes. Voilà. Donc, voilà. En plus, je suis très à l'aise pour vraiment promouvoir le télésuivi parce que avant, j'étais à Perpignan. Maintenant, depuis 2 ans, je suis à Lyon. Et en région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons pas que Texol qui fait du télésuivi. Vous avez l'INES aussi, qui est un très bon organisme que quasiment tout le monde connaît, je pense, dans le domaine du solaire, qui le propose aussi. Donc, il y a un choix. Durée de vie du fluide. En général, au bout de 5 ans, même s'il est bien entretenu, il commence quand même à tirer un peu la langue. Donc, on le surveille avec son pH. Ici, contrairement aux sondes géothermiques, on parle de monopropylène glycol, ce qui doit être de qualité alimentaire, parce qu'on ne sait jamais si un jour il passe dans l'eau sanitaire. Contrairement à l'éthylène glycol des sondes géothermiques, qui est un autre, qui est plutôt un glycol type celui que vous avez dans vos véhicules. Mais voilà, c'est 5 ans pour répondre à M. Vernet. Je propose d'arrêter sur cette question-là parce qu'il est 15h10. Oui, c'est un peu dense, ouais, je suis désolé, mais vous avez mes coordonnées. Donc, comme je suis un peu le dernier et que j'ai pas, si éventuellement il y a des questions complémentaires, n'hésitez surtout pas. Voilà. En tout cas, je vous remercie tous les trois d'avoir tenu le temps de parole. Je sais que c'était court et dense. On pourrait tenir 3 jours sur chacune des filières, mais l'idée, c'était de brasser les 3 filières. Donc, vous pourrez retrouver les présentations et le replay en ligne sur le site de l'ALEC. Et je vois qu'il y a eu aussi également pas mal de questions sur la conception. Donc, n'hésitez pas également à retrouver les ateliers techniques qui ont été faits sur chacune des filières et vous pourrez retrouver aussi des réponses à ces questions-là sur ce qui pourrait toucher un peu plus à la conception. Et on a également fait une revue de projet avec VAD sur le solaire thermique et il y en aura 2 autres cette année sur les 2 autres filières. Voilà. Et ben, je vous remercie à tous et je vous souhaite une très bonne après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.